On vient de traverser 12 mois et il est temps pour certains de prendre les fameuses résolutions de la nouvelle année. Enfin, sauf pour les grands dissidents beaucoup trop dark et hors du système qui n'en ont pas besoin. Pourquoi attendre la nouvelle année pour prendre des résolutions alors que tu peux le faire tout de suite? Alors que poto, on sait très bien que tu prends aucune résolution toute l'année. Tu vas aussi me dire que la Saint-Valentin, Noël, les anniversaires sont des fêtes commerciales, blablabla. Waouh mec, t'es tellement hors du système, regarde-les, tous ces golems qui s'aiment, célèbrent, s'offrent des cadeaux et décident de commencer l'année plus motivés que jamais, c'est vraiment dégoûtant. Alors ne soyez pas ce mec irré en slibard et profitez de l'occasion de la nouvelle année si ça peut vous servir comme tremplin pour devenir meilleur. Aujourd'hui mes chers amis, je vous propose une rétrospective des événements les plus importants en powerlifting qui se sont déroulés en 2024, histoire de se rafraîchir les idées et pourquoi pas en tirer des leçons. On commence avec un événement très attendu. Au mois de février 2024, on a eu Sheffield. Can she pull herself into the #1 spot? Everybody wants to say that. The biggest deadlift in IPF history. Jesus Oliveras is the apex predator. And Gavin Aiden with room to spare. Oh my God! Sheffield, c'est la compétition internationale organisée par SBD qui réunit les meilleurs athlètes du monde, tout simplement. On prend les champions dans chaque catégorie, on les ramène et ils s'affrontent pour déterminer qui sera le champion des champions. Et on compare ainsi les 24 athlètes, 12 hommes et 12 femmes, à l'indice. On a une première participation chez les hommes en France pour Panayotis Tarinidis, qui d'ailleurs a réussi à se placer 5e à Sheffield. Côté femmes, on a été très bien représenté puisqu'on a eu Priscilla Bavoil qui termine à la 2e place. On a Tiffany Chapon qui termine 10e, Jade Jacob 8e et Noémie Alabert 12e. Et pour les champions, les rois et reines de Sheffield en 2024, Gustave Edlund en moins de 93, qui réalise un monstrueux total de 895 kg, et chez les femmes, Agatha Stitko en moins de 69, qui réalise 600 kg de total. Le mois suivant, au mois de mars, on a eu les championnats d'Europe universitaires. Alors, je me devais d'en parler et de les évoquer parce que ça s'est déroulé en France, à domicile, à Nancy. Fut un temps, les championnats universitaires, que ce soit monde ou Europe, étaient très accessibles au niveau des minima, mais aujourd'hui, les minima sont calés notamment sur les minima nationaux Open. Ensuite, sur le mois d'avril, nous avons eu les championnats de France jeunes, juniors et sub-juniors. Une compétition qui, selon moi, est presque plus attendue que les championnats de France Open, tout simplement parce que les juniors et les sub-juniors sont en train, en tout cas en France, d'avoir un niveau impressionnant, qui en vient à dépasser pour certains le niveau des Open. À la suite de ces championnats de France jeunes, il y a eu évidemment une revalorisation des minima qui ont beaucoup augmenté chez les jeunes. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit laïus pour remettre les choses en perspective. Beaucoup d'entre vous ont commencé la F1 en regardant des vidéos d'athlètes internationaux. Dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, le niveau France, Europe et monde est accessible et est à portée de main et il suffit que de s'entraîner. Alors en soi, oui, il faut s'entraîner, mais c'est pas suffisant malheureusement, en fait, comme dans chaque sport. C'est un sport très jeune, en plein essor, et ça fait que on voit certaines personnes sortir de nulle part et sortir des performances impressionnantes et se hisser au plus haut niveau. Et ça peut donner cette impression d'accessibilité du haut niveau au commun des mortels. Sauf que non, c'est le haut niveau. Par définition, tout le monde ne peut pas le faire. De plus en plus de personnes s'intéressent à ce sport, donc il y a de plus en plus de pratiquants, donc ça augmente la proportion de personnes vraiment très très fortes. Aussi, les gens commencent à s'entraîner de plus en plus tôt, et on a accès aujourd'hui à beaucoup plus de documentation sur les méthodologies d'entraînement qu'il y a quelques années. Les gens se font également accompagner beaucoup plus rapidement par des coachs qui sont eux-mêmes beaucoup plus compétents. Tous ces éléments font que le niveau global augmente et le haut niveau est de moins en moins accessible. Et je le redis, mais c'est une bonne chose puisque ça nous permet de professionnaliser ce sport. Déjà, c'est un signe de bonne santé de ce sport et ça permet d'avoir des compétitions locales avec du budget, avec beaucoup de participants, avec des moyens, avec une vraie ambiance. Et tout ça, avant, il y a 5 ans par exemple, c'était même pas le cas pour les championnats de France. Donc arrêtez de chialer. Juste après ces championnats de France en avril, nous avons eu les championnats du monde Open. Et là, il y a eu du spectacle. The podium, all 707.5, is your 74 kilo Open World Champion.
champion. Commençons par les petites catégories. En moins de 59, Antoine Garcia, notre Français, se place deuxième avec 610 kg. Le premier, Carpio, quant à lui, est à 637,5 kg. On parle de 59, c'est des toutes petites catégories de poids. À une époque, ce genre de total, c'était un total pour des 66. Tiffany Chapon, en moins de 43, termine première avec 433 kg de total et un record du monde au squat. Dans les catégories au-dessus, en 66, Pana se hisse à la 3e place avec un match monumental, puisque le podium tout entier, les 3 membres du podium, le premier, le deuxième et le troisième, ont réalisé un total de 707,5 kg. Alors, déjà, c'est monstrueux en 66, et ce qui les a départagés, évidemment, c'est leur poids du corps. Pana étant le plus lourd, il a terminé 3e. En 52, c'est Noémie Alabert qui nous a représenté, qui a terminé 4e au pied du podium avec 437,5 kg. Chez les 74, Austin Perkins qui revient, puisque les États-Unis reviennent dans le game IPF. Perkins termine premier avec un total à 836 kg et un squat à 311 kg. C'est phénoménal. Aucun Français dans cette catégorie n'a été sélectionné. C'est une catégorie très relevée. Et on a eu du très beau spectacle. L'équivalent femme, en moins de 57, on a eu Jade Jacob qui a terminé première avec 515 kg. Et on a d'ailleurs eu 2 Françaises sur le podium dans cette catégorie. Chez les 83, match extrêmement relevé aussi. Pas de Français non plus, malheureusement. Il faut dire que le niveau est très haut. Match fantastique entre Ori et Kengamu, et c'est ce dernier qui remporte la première place avec un 3e essai au deadlift qui, aujourd'hui, est encore dans les mémoires. Il termine avec 845 kg. En 63, pas de française, notamment depuis que Priscilla Bavoil est passée en 69. Et je tiens à noter que Perkins, en 74, en se plaçant premier avec 836 kg de total, n'a que 9 kg d'écart avec le premier chez les 83, Kengamu. Perkins se serait placé en 3e position chez les 83 pour le même total. C'est dire sa performance. Chez les 93, on a eu un match très serré entre Endlund, qui a été champion à Sheffield, et Krastev. C'est Endlund qui finira premier avec le même total qu'il a réalisé à Sheffield. L'équivalent femme 69, on a eu Priscilla, évidemment, qui termine 2e avec 567,5 kg. Passons maintenant aux grosses catégories. On a chez les 105 un gros match pour la première place, puisque les 2 premiers ont eu là aussi le même total. Mais c'est finalement Rouska qui gagnera au poids du corps et qui finit premier. Retour des Français dans cette catégorie de poids avec Corentin Clément, 850 kg de total et qui se hisse à la 8e place. Chez les femmes, en 76, la championne de Sheffield, Agatha Stitko, termine première avec un total plus important que ce qu'elle avait réalisé à Sheffield, qui était de 600 kg, elle réalise 613 kg. Là aussi, c'est une performance tout simplement impressionnante qui n'était pas accessible à une femme il y a quelques années, à part d'être dans les super poids lourds. Clara Perrault a représenté la France dans cette catégorie de poids avec 555 kg et une 6e place. Chez les 120, on a Bob Matthews qui termine premier avec un total à 970 kg, qui est un total énorme, on le verra après, puisque chez les plus de 120, donc techniquement il n'y a aucune limite de poids, il se serait hissé à la 3e place. Et Nicolas Perrault n'en démord pas puisqu'il se place au pied du podium avec 907,5 kg. Chez l'équivalent 84 chez les femmes, on a Amanda Lorenz qui domine complètement le plateau puisqu'elle est première à 642,5 kg de total, soit 50 kg de plus que la deuxième. Enfin, les super poids lourds en plus de 120, le gros Jesus Olivares qui se hisse à la première place avec un total monstrueux de 1112,5 kg. Et pour représenter la France, on a eu Stanley Audin qui finira à la 3e place avec 965 kg dans une catégorie de titan. Et je ne pouvais pas évoquer Stanley sans parler de sa tragique disparition à la fin d'année 2024. Un homme gentil, sincèrement bon, tant dans ses performances que son investissement en FF Force, mais aussi par l'émulation qu'il provoquait à travers ses entraînements, son état d'esprit, ses valeurs et ses athlètes, bien sûr. Merci Stanley. En plus de 83 chez les femmes, Sonita Moulou passe première avec 731 kg de total, tout simplement énorme là aussi. Ce fut des championnats de monde marquants avec des matchs très impressionnants et un niveau qui n'a jamais été aussi élevé. La France n'en démord pas en réussissant à envoyer plusieurs athlètes dans plusieurs catégories et qui pour pas mal se sont placés dans le top 5 pour le coup. Entre le mois d'août et le mois d'octobre, on a eu les championnats du monde, puis
d'Europe des sub-juniors et juniors. Beaucoup de Français, beaucoup de belles barres et un niveau chez les jeunes qui ne cesse d'augmenter et qui laisse présager, encore une fois je me le répète, mais quelque chose d'impressionnant dans les années à venir. Même si certains ont plus l'air d'avoir 18 ans de prison que 18 ans de vie. Au mois de novembre, enfin, on a eu les championnats de France Open, avec évidemment d'énormes performances évidemment et un niveau qui ne cesse d'augmenter, et à la suite de quoi on a eu là aussi une revalorisation des minima. L'objectif de cette hausse des minima, c'est évidemment de rendre accessible à une élite les championnats de France élite. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. On va s'intéresser un petit peu plus près à ces minima, et on peut trouver certaines catégories où ça va être beaucoup plus difficile de se qualifier. Chez les hommes, ça va être les 83 et les 74, et chez les femmes, c'est plutôt 52, 57 et 63. Ça va être plus facile de se qualifier dans les catégories extrêmes pour les hommes, les super poids lourds et les légers. Évidemment, quand je dis facile, tout est relatif, et chez les femmes, ça va être plus accessible, toute proportion gardée, de se qualifier chez les poids lourd. Voilà pour cette review de 2024, j'ai mis de côté certains événements, tout simplement parce que je fais ce que je veux déjà, et puis surtout parce que j'ai voulu reparler des événements qui ont le plus marqué le monde du powerlifting en France, évidemment, à l'international aussi, et qui a pu marquer des tournants dans les objectifs de chacun, dans l'avènement de certaines personnes. 2024 a été un tournant. Chez les jeunes, le niveau explose et le niveau global monte également. De nouvelles nations championnes émergent. Est-ce que la France sera capable de tenir tête à tout ça? On le verra en 2025.